On est à 16h16 dans le retour de l'Est. Notre prochain invité est un militant écologiste qui a été invité. Je pense que Pierre, tu l'as invité à Michaud-Mifroid plutôt cette semaine où tu lui as parlé pour une de tes chroniques Michaud-Mifroid. Oui, ben c'est que la semaine dernière, j'ai ressorti 2 projets parce que M. Legault, notre honorable premier ministre, il a réagi avec toutes les menaces de Donald Trump en disant on devrait peut-être regarder dans le cours si on peut produire de l'énergie. Et là, M. Legault a évoqué 2 projets qui n'ont pas fonctionné, justement en raison du travail de gens comme Martin Poirier, des militants écologistes qui ont trouvé que ça avait aucun sens. D'ailleurs, si on parle des 2 principaux projets, Martin... on va le présenter premièrement. Oui, excuse-moi, François. Martin Poirier, bienvenue en studio. Bienvenue dans le retour de l'Est. Merci de me recevoir. Et les 2 projets en question, c'est le projet Oléoduc Énergie Est et l'autre, c'est GNL Québec, 2 projets qui ont fait peut-être au cours des dernières années. Et évidemment, la situation politico-américaine, en fait, je sais pas pourquoi je dis politico, la situation politique entre les États-Unis et le Canada, l'éventualité de la hausse des tarifs, l'incertitude concernant l'avenir économique des 2 nations, une contre l'autre. Une envers l'autre, devrais-je dire, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incertitudes et François Legault a décidé de vouloir relancer ces 2 projets-là. Premièrement, qu'est-ce que tu en penses de cette initiative-là? Je trouve que tu mets bien la table en faisant le lien avec la politique américaine. Au départ, c'est la première ministre d'Alberta, Danielle Smith, qui a été invitée 2, si c'est pas 3 fois, à Mar-a-Lago, à la résidence de Donald Trump. Elle était là aussi à l'investiture quand il a pris le pouvoir. Elle espérait réussir à faire retirer le pétrole du fameux 25% qu'on n'arrête pas d'entendre parler au niveau de la taxation. On voit, il a coupé la poire, il a dit que ce serait 10% pour les hydrocarbures plutôt que 25%. Elle étant déçue de cette annonce-là, elle s'attendait que le pétrole serait exonéré complètement. Elle s'est tournée vers son collègue de la Nouvelle-Écosse et elle a dit, il faudrait ressusciter Énergie Est pour sortir le pétrole par la côte est canadienne, dans le fond, pour aller rejoindre les marchés internationaux. Ça, c'est le premier projet. GNL est revenu aussi dans l'air du temps par le Parti libéral au pouvoir et aussi ceux qui sont à la course à la chefferie. Donc, autant Mark Carney que Mme Freeland ont tous les 2 ressorti les notions de gaz naturel, d'exporter vers les marchés. Fait que c'est ce qui a mis la table politique, là. Oui, et Martin, la destination du pipeline, c'est Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, et c'est la raison pour laquelle ça nous concerne, parce que ce fameux pipeline-là, qui s'étendrait sur 4600 kilomètres, apporterait donc le pétrole de l'Alberta dans l'est du Canada, en passant par le Témiscouata. Et donc, Martin, est-ce que tu dirais que les raisons pour lesquelles ils ont fait échouer ces 2 projets-là sont toujours valables aujourd'hui? Parce que c'est un peu, justement, François, tu faisais allusion à Michaud-Mifroid la semaine dernière. La question qu'on se posait, est-ce que les gens auraient plus d'acceptabilité sociale dans le contexte actuel? C'est certain que dans les 2 cas, c'est des projets d'exportation. Je me souviens qu'à l'époque, un terme qui était beaucoup utilisé, c'est le Québec a déjà été porteur d'eau. On sera pas porteur de pétrole, on sera pas porteur de gaz. Donc, c'est pas pour de la consommation locale, c'est pas pour de la consommation intra-canadienne. Puis, au moment où ces projets-là étaient sur la table, il y avait une relation d'affaires. Ce qui veut dire que dans le cas d'Énergie Est, c'était la famille Irving qui était avec la compagnie TransCanada. Donc, on avait un promoteur qui déposait Irving un projet. qui est du Nouveau-Brunswick. Oui, tout à fait. Et dans le cas de GNL, c'est 2 milliardaires américains, Jim Breyer et James Ellich, qui ont porté le projet. Donc, dans le cas de GNL, c'est un projet américain, même si c'est un projet d'exportation de gaz naturel. Et la particularité de ces 2 projets-là, que ce soit Énergie Est pour le pétrole ou GNL pour le gaz naturel, tout le long du tuyau, il y a des possibilités d'approvisionnement pour que le projet soit viable, autant du côté des États-Unis que du Québec. Donc, ce ne serait pas que le pétrole canadien qui serait transporté dans Énergie Est ou le gaz naturel du côté de GNL. Donc, c'est un faux espoir de faire croire que ces projets-là sont typiquement que pour de la ressource canadienne et pour exporter. Surtout celui du gaz naturel. Et celui-ci est un peu problématique
particulièrement pour les gens du Saguenay parce que ça a suscité beaucoup de controverses à l'époque, ce projet-là, parce que évidemment, il peut avoir des répercussions qui seraient néfastes pour l'environnement. Du côté de GNL, justement, vous touchez un bon point parce qu'on s'est rendu jusqu'au bout d'un BAP et le BAP a rejeté catégoriquement le projet avec une série de conditions inatteignables et on n'avait pas encore non plus toute la notion des évaluations environnementales canadiennes pour la portion marine. On le sait, le fjord du Saguenay est un moteur économique pour le Québec qui est puissant pour la rencontre des mammifères marins. Donc, ce moteur économique-là, pour le Québec, c'était aussi la question, est-ce qu'on veut le mettre en péril ou en suspens pour acheminer du gaz naturel avec des méga méthaniers, là? Hey Martin, il y a une chose que tu m'avais expliqué il y a quelque temps, c'était l'exploration par fragmentation. Oui. Le gaz de schiste, là, ça, je pense que ça vaut la peine que tu expliques aux gens pourquoi les écologistes ont des réticences là-dessus. Ben nous, le Québec, là, si on parle de fracturation hydraulique, c'est une méthode pour obtenir le pétrole. Dans le fond, c'est comme si tu as des bulles de pétrole ou de gaz d'enfermer dans de la roche. Puis c'est tellement des microparticules que la seule façon de l'extraire en quantité, c'est en faisant exploser, entre guillemets, le sous-sol, d'où la fracturation. On parle jusqu'à 8 millions de litres d'eau par fracturation avec un cocktail de 680 produits chimiques différents. Oh. Et il n'y a que 50% de cette eau-là qui remonte. L'autre 50% reste dans le sous-sol. Et le 50% qui remonte, on n'a aucune technologie pour décontaminer ces eaux-là autre que la dilution. Ce qui veut dire, c'est d'ajouter de l'eau potable jusqu'à temps que ces particules-là puissent être retournées dans l'environnement. Ça fait penser un peu à la pêche commerciale qui ramasse tout ce qu'il y a dans l'océan, garde le thon, puis rejette le reste. Ben l'analogie est bonne parce qu'on se dit que avec les hydrocarbures, on est en déplétion, ce qui veut dire qu'on a moins de courbes de découverte que de courbes de ce qu'on est en train de consommer. Donc on en découvre beaucoup moins présentement, on lance moins de chantiers que ce qu'on consomme. Donc l'idée de déplétion, c'est qu'on va aller chercher des hydrocarbures qui ont moins de valeur. Puis dans le cas des sables bitumineux, les sables bitumineux, imaginez-vous un baril en Arabie Saoudite, on prenait un baril de pétrole pour en extraire 100. Et là, du côté des sables bitumineux, on utilise un baril de pétrole avec l'équipement, la machinerie pour en extraire 4 à 6. Oups. Donc, la rentabilité de ces produits-là, de ces projets-là, sont de moins en moins viables. Puis, on est dans cette course-là à tenter d'exploiter ces derniers gisements. Parce que présentement, le timing est pas bon, là, avec ce qui s'en vient pour le Canada, avec les États-Unis, la hausse de tarifs, là. Est-ce que tu dirais que ces deux projets-là, premièrement, est-ce que ces deux projets-là pourraient être viables dans un contexte économique normal? Et deuxièmement, si jamais on va de l'avant, ben est-ce que ça pourrait sentir la catastrophe? Ben moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est que pour moi, c'est deux chimères, ces projets-là, parce qu'on nous donne on nous amène des solutions. Dans le fond, on est en réaction à la politique américaine en ce moment, sur des solutions qui devraient être appliquées dans leur tête à court terme. C'est pour ça que le défilé de politiciens qui relancent ces projets-là me questionne beaucoup. Parce que si on regarde juste Trans Mountain, le pipeline qui traverse la ville d'Edmonton pour se rendre à Vancouver, ben ce pipeline-là a pris 12 ans à être mis en place. L'impact de la construction et non pas juste le danger de fuite. Tout à fait, tout à fait. Au Québec, là, la portion qu'on devait construire d'Énergie-S aurait traversé 680 cours d'eau dans l'ensemble du projet. Donc, nous, on peut pas passer à côté d'une évaluation de ces projets-là. Donc, c'est sûr que ça prend du temps à faire ces évaluations-là parce que c'est des projets qui modifient énormément la structure des sols, etc. Ouais, c'est pas se construire un cabanon, là. Non, exactement. C'est pas mal plus que ça. Puis quand on dit Trans Mountain, on est à peu près à 1200 kilomètres de distance de pipeline de construction. Puis celui-là aurait plus de 4000. Il y a 4600, mais la particularité, c'est qu'il y en a déjà 3200 qui est déjà construit, qui est présentement un gazoduc. On parle de la ville de Bursta en Saskatchewan et on se rend à Iroquois Falls. Fait que ce gazoduc-là, il existe déjà, Iroquois Falls en Ontario. La portion du Québec aurait été de 1200 kilomètres à peu près pour se rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick. Puis si on regarde Trans Mountain, c'est 1100 kilomètres, ça a pris 12 ans. Puis dans ce 12 ans-là, il faut calculer aussi les coûts des matériaux au moment où il a été réalisé.
réaliser, puis versus aujourd'hui lancer des chantiers. OK. Donc c'est des pas projets, pas plus valable que Nordvolt? Ben encore moins, parce que la réalité de Trans Mountain, il a coûté 34 milliards de fonds publics. Donc on est tous propriétaires malheureusement d'un pipeline dont la majorité ne voulait pas. Fait que relancer Énergie Est aujourd'hui, j'ose pas imaginer l'explosion des coûts là, au-delà du 34 milliards. Là. C'est feu rouge. On peut pas être endetté de je sais pas combien de milliards au Canada, mais je pense qu'on dépasse le déficit de 46 milliards. C'est épouvantable. Et t'entends parler, Martin, on comprend mieux pourquoi des fois que certains projets ont pas fonctionné. Et avant de te laisser, parce que je sais que t'es un gars bien occupé, comment t'entrevois l'avenir de ces projets-là au Québec, au Canada, dans un avenir rapproché et peut-être aussi à moyen et long terme? Ben c'est sûr que du côté du Canada, on va avoir les élections là, fédérales. Il y a des biais là, assez favorables à ces projets-là. La chose que je vois, moi, c'est qu'il y a personne qui fait la file en termes d'entreprises, de multinationales pour relancer ces projets-là. La compagnie TransCanada qui possède le gazoduc présent a revendu ses installations de l'éoduc et la compagnie Southbrook qui a racheté n'a aucun projet sur la table. Fait que là, on a vraiment des politiciens qui s'énervent le poil des jambes avec des projets qui ne sont même pas sur la table. Pendant ce temps-là, si on veut vraiment faire face à la crise, moi, je pense que c'est toutes les questions d'économie interne. C'est tout qu'est-ce qu'on peut valoriser de ce La biomasse forestière. Ben, je sais pas, la biomasse, on pourra en rejaser. La biomasse, si elle est utilisée en circuit court à moins de 100 km de son lieu de transformation, elle est valable. Mais des projets comme à Kakuna, avec le groupe Lebel, c'est non viable là, d'aller exporter sur le marché européen. Mais la biomasse, à court terme, à courte distance, on a encore beaucoup d'entreprises au Bas-Saint-Laurent qui sont au mazout lourd ou au gaz naturel qu'on pourrait convertir. Donc, on a un cocktail de possibilités. Ça pourrait être intéressant. Oui, puis là, on est dans l'économie interne. Fait que le dollar qu'on met, ben on le sait qu'il est à 100% mis localement. Merci beaucoup, Martin, de ces informations très pertinentes. On va même moi, j'en ai appris. Toi aussi, Pierre, je suis convaincu que tu en as appris. Je t'avais dit qu'il était bon. Non, mais il est plus que bon. On va sûrement te réinviter très, très bientôt. Donc, Martin Poirier, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Toujours aussi pertinent.